Sachant que M. Lavallée me précédait, j'ai tenté d'en savoir davantage sur sa pensée. J'ai donc consulté son livre « Complexité et algorithmique avancée » ainsi que quelques articles publiés dans la revue Progressiste. Je me fais un devoir de citer la conclusion de l'introduction de son livre. Nous faisons des mathématiques tout au long de ces pages, mais sans ostentation. Le bagage nécessaire est relativement faible. Un minimum de connaissances en calcul des probabilités, la maîtrise de la fonction logarithmique, la maîtrise des notations logiques doivent suffire. À la suite, il y a cette phrase de Galilée. « Très cher et honoré beau-frère, depuis que j'ai reçu ce vin que vous m'avez envoyé, je ne vous ai plus écrit faute de matière. » Par association d'idées, avait surgi dans mes pensées cette réflexion de Pasteur. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans les livres. L'algorithme est donc une série d'instructions permettant d'obtenir un résultat. À très grande vitesse, il opère un ensemble de calculs à partir de gigantesques données, les big data. Mais selon Dominique Cardon, la critique de la raison calculatoire ne peut opposer qu'une rêverie pastorale à la marche automatisée des grands systèmes technologiques. Le calcul est opposé à la pensée en ce qu'il ne garde d'elle que la dimension mécanique. N'importe quel calcul est effectuable par une machine, mais l'informatique, c'est la science du calcul effectif. Toute formalisation est une tentative de maîtriser la complexité. Le raisonnement probabiliste cerne l'aléatoire et l'aléatoire, ça se calcule. Problème souligné par Lavallée, la vie finie des ordinateurs. N'est-ce pas là le cœur du débat, le temps et l'aléatoire? Mais avant le sujet des philosophes, il y a l'homme calculateur de sa vie. La célèbre remarque du duc de Rohan, « L'intérêt seul ne peut jamais manquer » est contemporaine du « je pense, donc je suis » de Descartes. Jérémie Bentham, « La nature a placé l'humanité sous la domination de deux maîtres souverains, la peine et le plaisir. Le patient, par l'analyse, recherche une augmentation du plaisir de vivre et des moyens qui lui permettent d'éviter la souffrance. Simonelli, l'homme freudien est utilitariste de par sa nature même. Il sait et il peut mentir. Aujourd'hui, il est confronté à une nouvelle subjectivité anthropologique, celle de l'entrepreneur, qui lui taloche performance nécessaire et gestion technique de son capital humain. Dans l'Antiquité, le symbolon grec est d'abord un objet, tesson, pièce de monnaie, coquille Saint-Jacques, coupé en deux moitiés par deux individus qui scellent un pacte d'hospitalité qui leur permettront, eux ou leurs descendants, de se reconnaître. Le lien entre symbole et symbolisé exige donc un code, une convention arbitraire, une loi d'écriture qui fixe la signification d'une manière non équivoque entre le symbole perceptible et le contenu de la pensée, tels les symboles chimiques, algébriques, qui dénotent quantité, opérations qui permettent le calcul. Mais le seul vrai symbole langagier qui permettrait une reconnaissance comme le symbolon grec, c'est le mot de passe. Dans son texte Claude Lévi-Strauss et les mathématiques, Paul Lavoie fait naturellement remonter le structuralisme à deux saussures. Pour lui, la langue est une sorte de système de signes
à l'œuvre dans une société donnée qui, arbitraire et n'ayant pas de sens en eux-mêmes, puisent leur sens dans les relations qu'ils entretiennent avec les autres signes. En étudiant ce système d'une manière synchronique, donc en dehors de son évolution, qui est le point de vue diachronique, on peut découvrir des lois qui, échappant autant au locuteur qu'à l'auditeur, donc inconscientes, permettent la combinaison de ces signes de manière à donner un sens au discours. Le modèle, c'est cette linguistique structurale dont les lois présentent un degré de rigueur entièrement comparable aux lois de corrélation qu'on rencontre dans les sciences exactes et naturelles. Ainsi s'exprime Lévi-Strauss dans son texte de 1954, Mathématiques de l'homme. Ce qui compte pour aborder l'homme, ce n'est pas seulement la mesure, c'est d'appliquer dans son étude la rigueur, le raisonnement mathématique, afin de faire reculer, dit-il, les prétendus ineffables, incommensurables. L'accès à l'inconscient se fait par la médiation du langage. L'inconscient est l'organe d'une fonction, la fonction symbolique, tout aussi étranger aux images que l'estomac aux aliments qui le traversent. Il se définit par sa fonction d'échange. C'est un lieu vide qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inconscient freudien. C'est la cause absente des effets de structure. En 1955, Claude Lévi-Strauss construit une formule canonique algébrique qui, comme le constate Maurice Godelier, je le cite, symboliserait le processus d'engendrement d'un ensemble de variantes d'un même mythe et qui rendrait compte de la clôture du mythe, soit fx, a, fy, b, etc. Le mythème, comme le phonème, unité phonologique minimale dépourvue de sens, se suffiraient à eux-mêmes, rouage de la machine humaine qui ne serait appréhendable que par la mathématique. Lévi-Strauss. Les opérations binaires sont inhérentes aux mécanismes forgés par la nature pour permettre l'exercice du langage et de la pensée. Il n'y a donc pas de jouissance à penser, mais seulement des contraintes qui nous font penser comme la machine en décide. Restait pour Lévi-Strauss à comprendre les vrais ressorts de l'univers symbolique. Je le cite. L'émergence de la culture restera pour l'homme un mystère tant qu'il ne parviendra pas à déterminer au niveau biologique les modifications de structure et de fonctionnement du cerveau. Épine irritative pour Maurice Godelier, l'absence de traces d'inquiétude qualifiée de métaphysique par Lévi-Strauss qui pourrait surgir si les hommes se posaient la question du pourquoi tout cela fonctionne ainsi, de la signification, de la valeur de la vie vécue. Les hommes veulent rendre possible l'impossible. Réflexion de Cardon. Les algorithmes fonctionnent bien lorsqu'ils sont sociologues. Pour Bourdieu, l'habitus est cette disposition incorporée à travers laquelle la société façonne des choix réguliers et prévisibles, jusque dans les petites infractuosités du quotidien. Il est à peine inconvenant de dire que les automates fonctionnent en faisant confiance à l'algorithme de leurs utilisateurs, leur habitus. Le comportement algorithmique, c'est ce qui restera de l'habitus lorsqu'on aura réussi à faire disparaître conflits, luttes, chaos sociaux. Lacan juge que la parole est d'abord cet objet d'échange avec lequel on se reconnaît et parce que vous avez dit le mot de passe, on ne se casse pas la gueule.
La parole remplit donc les rôles imputés au symbole en tant qu'outil de reconnaissance que mot de passe. C'est en tant qu'il est engagé dans un jeu de symboles que l'homme est un sujet décentré. Pour concevoir l'ordre symbolique, il faut partir de l'idée que cet ordre constitue une totalité, un système structure. Ce n'est pas peu à peu qu'il se constitue. Le premier homme, selon Lacan, disposait du trésor des symboles. Il n'y a pas de genèse du symbolique. Lucien Scubla, dans un article sur le symbolique Lévi-Strauss et chez Lacan, note que le schéma L de Lacan répond à la formule canonique de Lévi-Strauss. Le 26 mai 1956, à la Société française de philosophie, Lacan intervient après un exposé de Lévi-Strauss sur les rapports entre la mythologie et le rituel. Il s'étonne que Lévi-Strauss n'ait pas employé ses propres formules de transformation, alors que lui-même, dit-il, les a appliquées avec plein succès à l'Homora. J'ai été jusqu'à pouvoir strictement formaliser le cas selon une formule donnée par Claude Lévi-Strauss. Par quoi un A est d'abord associé à un B, pendant qu'un C s'est associé à un D, se trouve à la seconde génération, changer avec lui son partenaire, mais non sans qu'il subsiste un résidu irréductible sous la forme de la négativation d'un des quatre termes qui s'impose comme corrélative à la transformation du groupe. La première question que doivent, selon Lacan, se poser les analystes, c'est pourquoi sommes-nous amenés à penser la vie en termes de mécanisme ? En quoi sommes-nous effectivement, en tant qu'hommes, parents de la machine ? La circulation de la parole, dit-il, s'enfle jusqu'au point de constituer le monde du symbole qui permet des calculs algébriques. Le monde symbolique, c'est le monde de la machine. La question s'ouvre alors de ce qui, dans ce monde, constitue l'être du sujet. Après 1954, le symbolique subit la suprématie du signifiant. Élément du discours qui détermine les actes, paroles et la destinée d'un sujet à son insu et à la manière d'une nomination symbolique. Le symbolique devient les séries de chiffres, du langage informatique et cybernétique. Il se donne en formule phonématique. Le pour Jelly de Serge Leclerc, dans Psychanalyser l'instance de la lettre dans l'inconscient, réduit la formule de l'inconscient à son aspect matériel, tel le caractère d'imprimerie. En 1971, Lacan conçoit le mathème pour désigner une écriture algébrique pouvant rendre compte scientifiquement des concepts de la psychanalyse et permettant de les transmettre en termes de structure. Lacan veut arracher le savoir à l'ineffable. Il lui faut élaborer une science du sujet. Nous assistons au glissement progressif de la linguistique vers la mathématique pure, du symbolique vers le réel, d'où le nœud borroméen ou nœud tressé. La topologie rend caduque la substantification. Les figures topologiques permettent l'accession par la formalisation totale à ce signifiant pur, à cette béance initiale à partir de laquelle viennent se former les nœuds. Lacan, dès 1970, ce tort existe vraiment et il est exactement la structure du névrosé. Ce n'est pas un analogue, ce n'est même pas une abstraction, car une abstraction, dit-il, est une sorte de diminution de la réalité. Et je pense que c'est la réalité même. Pour les structuralistes, la linguistique, qui par sa méthode peut se comparer à la physique, aux mathématiques, aurait donné des résultats définitifs. Mais pour Chomsky, cette méthode est empiriste. Toute connaissance ne provient pas de l'expérience. Le but structuraliste serait d'établir une grammaire à partir du son. Or, pour lui, toute grammaire d'une langue
doit s'inscrire dans une théorie linguistique générale, phonétique, syntaxique, sémantique qui, dit-il, étudie les contraintes qu'elle impose sur ceux qui comptent comme langue humaine possible. Certaines propriétés linguistiques rapidement acquises par l'enfant, étant donné la pauvreté des stimuli, ne peuvent pas découler de ce qui est proposé par l'apprentissage éducatif, d'où son concept de grammaire générative et transformationnelle, soit une connaissance innée d'une grammaire élémentaire commune à tous les langages humains, universelle, autonome, indépendante du sens. Il existe une procédure d'évaluation des grammaires qui sélectionne la meilleure, qui fait aussi partie du donné biologique. La faculté d'acquérir le langage fait partie, dit Chomsky, de la nature humaine. La rencontre avec des ingénieurs de la télécommunication, des théoriciens de l'information, la cybernétique, l'intelligence artificielle ne suffit pas, selon Chomsky, à rendre compte de la langue et de l'acquisition du langage. Il s'agirait peut-être d'une formalisation, mais pas de mathématiques. On aborde la linguistique mathématique quand on commence à étudier les propriétés abstraites de la formalisation sans tenir compte de leur application. Je cite Chomsky. On aurait pu croire, en fait on a cru, que les ordinateurs allaient permettre l'automatisation des procédures de découverte. L'idée était de présenter un corpus de matériaux à l'ordinateur afin qu'il en fasse la grammaire à partir de la supposition que les procédures taxinomiques d'analyse qui ont été développées étaient essentiellement suffisantes et adéquates pour déterminer la structure grammaticale. La maxime de Chomsky doit se méditer. Toute personne qui enseigne à 50 ans ce qu'elle enseignant à 25 ans ferait mieux de faire autre chose. Si en 25 ans, rien n'est arrivé qui vous a prouvé que vos idées sont fausses, c'est que vous n'êtes pas dans un champ vivant. Jacques Bouvresse, il faut nécessairement une limite à la rhétorique et au pouvoir des mots. La réflexion sur le langage doit s'accompagner de celle qui concerne le non-langage. Françoise Sironi, dans sa remarquable étude « Bourreaux et victimes », écrit à propos des traumatismes de la torture. Pour penser, il faut être clôturé, délimité, ce qui n'est pas le cas chez nos patients. Poincaré estimait que le fondement de la cognitivité résidait dans le corps, ses mouvements, dans la perception, dans le fonctionnement du cerveau en action. Julia Kristeva. Si on relit le texte initial préanalytique de Freud sur les aphasies, puis l'appendice C de la métapsychologie, où nous trouvons non pas le modèle saussurien signifiant signifié, mais freudien du signe, nous constatons d'abord que les perceptions et différentes affections synesthésiques, auditives, tactiles, visuelles s'intègrent dans la maîtrise de ce signe freudien. Pour Gantray, il n'y a symbolisation que lorsque l'élément de réel organique est pris dans un système signifiant, que lorsque la série imaginaire s'épinglant sur un réel biologique acquiert valeur de signe, élément d'un système. Pulsion et investissement précèdent la représentation. L'affect n'est pas le signifiant de l'incarnation. Il pèse son poids de folie passionnelle. Il n'y a pas de signifiant de la souffrance, de l'inquiétude, de la détresse, de la douleur, de la terreur. Michel Freytag, québécois, dans son introduction à une théorie générale du symbolique,
soutient que le développement du symbolique et du langage pur, construit exclusivement à partir du principe de l'arbitraire du signe, de la seule différenciation formelle des signifiants, est dans une relation de dépendance à l'égard du développement et de l'expression affective animale qui lui servent de base. Toujours Julia Kristeva, dans Les pouvoirs de l'horreur, elle juge que les épiphénomènes du désir et du plaisir de la vie ne proposent qu'une dénégation perverse de l'abjection humaine qui est un surplus originaire de haine et de mort introduit dans les fantasmes tout aussi originaires. Thucydide, 4 siècles avant Jésus-Christ, la nature humaine est l'ennemi de ce qui la dépasse. Lanthierry Leurat fait le constat dans le chapitre 6 de l'interprétation des rêves que Freud compare les rapports entre le contenu manifeste du rêve et son contenu latent à un rébus. Et il rappelle que le rébus est l'abréviation de scribere in rebus, c'est-à-dire écrire avec des représentations de choses, des images, par opposition à scribere in litteris, écriture avec des lettres. Un rébus présuppose une langue donnée. Et d'autre part, on ne sait jamais si une figure fonctionne comme sens ou comme son. C'est dire que si le rébus est le prototype de l'interprétable suppose à la fois une langue définie et l'équivoque de chaque élément entre une valeur phonologique et une valeur sémantique de sens. L'étude des lapsus et l'interprétation d'un acte manqué présupposent certes l'intervention du langage, mais non pas du langage en général, mais bel et bien de telle langue naturelle attestée dans ses aspects phonologiques, syntaxiques et sémantiques. Peut-on protéger le soldat langage structuraliste, a priori formalisable, algorithmisable, des pollutions affectivo-corporelles, de celles entraînées par la réalité ou par l'insistance du sens, de la sémantique, en affirmant l'identité, ceci avec une certaine sacralité, des codes de l'identité, des codes linguistiques et génétiques, de l'algorithmique linguistique et génétique. Saussure. Le temps qui assure la continuité de la langue a un autre effet, celui d'altérer plus ou moins rapidement les signes linguistiques. Les facteurs d'altération aboutissent toujours à un déplacement du rapport entre le signifiant et le signifié. Et on observe dans le monde vivant des phénomènes analogues, tout à fait analogues à ce que décrit Saussure. Mais François Jacob est obligé de désavouer Jacobson. La linguistique étudie les messages transmis d'un émetteur à un récepteur. Or, en biologie, rien de tel, ni émetteur, ni récepteur. Jean-Jacques Rosat, le langage, les idées abstraites, les théories scientifiques, les mathématiques, la logique ne sont que des produits de l'évolution. Les algorithmes se veulent pourtant incorruptibles. Nous retrouvons les interrogations de Lavallée sur les difficultés des instruments de la complexité à traiter l'aléatoire et le temps qui désaccordent les suites générées de celles prévues par le programme. Il estime néanmoins que la théorie darwinienne de la sélection naturelle ouvre à l'algorithmique un champ nouveau de par l'étude des algorithmes de la nature auto-adaptatifs, auto-reproducteurs, qui prend en compte de la variabilité du vivant, le temps, les événements, les traumas, l'influence du milieu environnant, les interactions et pourquoi pas le mensonge. D'où cette machine alpha qui contient et généralise les modèles existants de Turing universel, de calcul universel, et qui est un modèle générique susceptible de fonctionner sur l'exemple du code génétique. Selon Kojève, le désir est-il formalisable? Selon Kojève, le désir humain
n'est jamais un désir d'objet concret. Il ne désire pas la satisfaction d'un appétit ou d'un corps, ce qui caractérise l'animal toujours identique à l'humain, mais un désir de reconnaissance du désir d'un autre désir humain. Le discours, le concept détruisent, anéantissent le donné, la chose. Le désir rend l'homme inquiet et le pousse à l'action créatrice par la négation négatrice, donc par le travail qui produit de l'artificiel, ce qui le sépare de la nature du monde. Mais qu'est-ce que désirer un désir? Désirer le désir de l'autre, c'est désirer la valeur que je suis ou que je représente, soit la valeur désirée par l'autre. Je veux que l'autre me reconnaisse comme valeur. La réalité humaine, c'est donc la lutte à mort de deux désirs qui s'affrontent. Il faut donc que l'un, l'esclave, abandonne la lutte, son désir, et reconnaisse l'autre comme maître. Mot d'ordre dans le séminaire 11, Lacan contre Hegel, contre la dialectique imaginaire du maître et de l'esclave, contre la dimension intersubjective du je-tu, se déplorait le désir symbolique, le règne du signifiant. Il ne saurait être question du je-désir, mais d'un désir symbolique qui devient la cause d'un clivage dont le sujet n'est qu'un effet. Pour Lacan, la dialectique du maître et de l'esclave se réduit à une ruse de la raison. Je le cite, « Le pacte est partout préalable à la violence avant de la perpétrer. Et ce que nous appelons le symbolique domine l'imaginaire. En quoi? On peut se demander si le meurtre est le maître absolu. La mort du maître, dit Lacan, il n'est de mort que pour rire. La religion est-elle une limite aux algorithmes? Descendant du Sinaï, Moïse rapporte au peuple hébreu les tables de la loi écrites par Yahvé, le Dieu d'Israël. Lacan en remarque sur le rapport de Daniel Lagache. Or, sur ces tables, rien n'est écrit pour qui sait lire, hormis les lois de la parole elle-même. Vincent Descombes, la réflexion de la Vox Populi sur les flancs du mont Sinaï revient en écho à son émetteur sous une forme inversée. Elle est modifiée en grosse voix surmoïque en Vox Dei. Le désir du peuple hébreu, qui est le sujet de l'énonciation, est interprété par l'oreille analytique de Moïse et il devient du coup la loi du décalogue gravée dans la pierre. Mais l'Exode dit bien autre chose que la soumission de l'homme aux lois de la parole. Le peuple fête le veau d'or, colère de Yahvé, qui ordonne à Moïse de descendre du Sinaï. Moïse se place à la porte du camp et dit « Qui est pour Yahvé? Qu'il me suive, qu'on dégaine l'épée, passer et retourner de porte en porte dans le camp et tuer. Chacun son frère, chacun son compagnon, chacun son prochain. Les fils de Lévi font selon la parole de Moïse. Il tombe du peuple en ce jour environ 3000 hommes. Moïse dit, recevez aujourd'hui l'investiture de Yahvé, parce que chacun de vous s'est dressé contre son fils et contre son frère, il vous donne sa bénédiction. Le symbolique langagier, le contrat social, le pacte ne suffirait pas à domestiquer la monstruosité, l'abjection humaine. Comme le dit Descombes, les alliances matrimoniales, les contrats commerciaux, les codes, donc le symbolique, ne peuvent donner naissance qu'à une zone de libre-échange, une association de boutiquiers. En reprenant la doctrine du contrat social, Lacan est au fond victime du mot symbolique qui lui fait interpréter les symboles sacrés comme des algorithmes, comme le jeu d'association et de substitution simplement de quelques lettres. Conclusion. Fini. Joachim de Flore, moine cistercien, né en 1130, théologien éminent, placé par Dante dans son paradis, et quant à la philosophie de l'histoire prédécesseur de Hegel, faisait se succéder trois périodes historiques, celle du Père, de la loi, celle de Jésus, qui serait celle de l'Église, et enfin celle de l'Esprit, qui ferait disparaître enfin toutes les manifestations de la réalité extérieure, nous soulageant des actes commis selon la chair et des effets néfastes du vin, inappropriés selon notre auteur pour les moines,
alors que l'eau pure est une boisson qui ne délie pas la langue et ne provoque pas l'ivresse. C'est ainsi qu'on devient penseur avec qualité, contrairement à l'Ulrich de Musil, qui refuse de se comporter comme un homme défini dans un monde dont l'ordre serait immuable, mais qui se veut un homme mené par le changement dans un monde créé pour changer. L'ironie et l'essayisme d'expériences multiples afin de faire reculer les possibles sont les armes dont nous disposons. Foucault. Le discours ne doit pas seulement viser à connaître, comprendre, interpréter le monde, il doit aussi prescrire le vrai qui affecte le sujet afin que celui-ci puisse accéder, comme il le dit, à d'infinies transformations. Ou alors, faut-il que nous devenions des sujets hautement qualifiés, calculés, trait d'union, calculateurs. Vargas Llosa. Il n'est plus inutile, il n'est plus interdit de penser, c'est seulement inutile. Thucydide, toujours 4 siècles avant Jésus-Christ, il faut choisir, se reposer ou être libre.